Le pilote Kaneyoshi Muto était encerclé par une douzaine de F-6F Hellcat américains. Il n'y avait nulle part où fuir. Ce serait lui ou eux. Les Américains se rapprochèrent, confiants d'une victoire facile. Mais alors que leurs canons s'ouvraient, les ailes de l'avion de Muto semblèrent se transformer. Soudain, l'appareil plongea dans un virage aveuglant à haute force G. Les traceurs filèrent à travers l'air vide, tandis que le chasseur japonais dansait à travers la grêle de feu. Les aviateurs américains pouvaient à peine suivre le rythme. Muto n'était plus qu'un point devant eux. Puis, ils le perdirent complètement. Les Américains regardèrent autour d'eux, confus. De nulle part, Muto était de retour, juste à côté de leurs ailes, canon verrouillé sur la cible. Muto frappa. Un Hellcat spirala vers le bas en flammes, tandis qu'un deuxième explosa. Les pilotes américains tentèrent de se regrouper, mais alors qu'ils le faisaient, deux autres chasseurs s'effondrèrent. Le reste brisa la formation et s'enfuit. Pour un instant, les Japonais osèrent espérer. Même si leur empire s'écroulait, une nouvelle arme venait de prendre son envol, assez rapide, agile et mortelle pour reconquérir le Pacifique. Le N1K George était arrivé. Dans les années 1930, alors qu'Hitler se préparait à déchaîner sa Luftwaffe aux ailes de fer à travers l'Europe, une autre tempête se préparait en Orient. L'Empire du Japon forgeait rapidement une force aérienne conçue non seulement pour défendre ses îles, mais pour dominer un continent entier et amener le Pacifique dans son domaine impérial. Année après année, les ingénieurs japonais dévoilèrent des avions meilleurs, plus rapides et plus étendus, chacun une arme destinée à projeter la terreur bien au-delà des côtes du Japon. Parmi eux se trouvait le Nakajima A4N, un chasseur biplan embarqué déployé en meute. Ces appareils mitraillaient les navires ennemis jusqu'à ce qu'ils ne soient que des épaves en flammes, puis ratissaient impitoyablement les canaux de sauvetage avec des tirs de mitrailleuses. Lorsque les Japonais avaient besoin de porter leur destruction encore plus loin, ils déployaient leurs bombardiers Mitsubishi G3M qui, avec leur portée étonnante de 2700 miles, pouvaient apporter la dévastation aux villes qui s'étaient autrefois crues à l'abri de la fureur de l'Empire. Enhardi par ce nouvel arsenal, le Japon ne perdit pas de temps et en 1937, il lança une campagne à grande échelle contre la Chine. En septembre, les cieux au-dessus de Shanghai étaient devenus un terrain de chasse. Des escadrons de bombardiers japonais firent pleuvoir la destruction sur les usines, les quartiers et les avant-postes militaires de la ville, tout en fournissant également une couverture pour les débarquements amphibies qui amenèrent bientôt les forces terrestres japonaises directement aux portes de la ville. Depuis des pistes d'atterrissage ravagées, les pilotes chinois et un petit groupe de volontaires américains se précipitèrent pour les intercepter dans leurs vieux Curtiss Hawk et Boeing P-26 Pea-Shooter vieillissants. Mais les cieux appartenaient désormais aux Japonais. Des formations de Mitsubishi A5M, le premier chasseur monoplan à aile basse du monde, transpercèrent les formations chinoises avec leurs deux mitrailleuses de 7,7 mm. Les combats aériens se propagèrent rapidement dans toute la ville. Les avions chinois tombèrent en masse. Ceux qui survécurent pouvaient à peine retourner à la base en boitant. L'assaut aérien, synchronisé avec les assauts terrestres et navals, mit le puissant Shanghai à genoux en un peu plus de 3 mois. En l'espace d'une décennie, le Japon avait forgé l'une des forces aériennes les plus mortelles sur Terre. Malgré la consolidation rapide de sa formidable flotte aérienne, le Japon restait insatisfait. Alors que les années 1930 touchaient à leur fin, la marine impériale japonaise commença à chercher un chasseur de nouvelle génération, un qui pourrait prendre l'héritage destructeur du Mitsubishi A5M et le pousser encore plus loin. Le nouvel appareil devrait être une merveille d'ingénierie, capable de grimper à 9800 pieds en moins de 10 minutes, atteindre 310 miles par heure, rester en vol jusqu'à 8 heures et avoir assez de puissance de feu
pour submerger n'importe quel adversaire dans les cieux. Beaucoup d'ingénieurs furent stupéfaits. Un tel chasseur semblait impossible même pour l'une des puissances aéronautiques les plus avancées du monde. Mais un homme croyait le contraire. En 1939, après des mois d'innovation radicale et de percées dans la réduction de poids, Jiro Horikoshi, le concepteur en chef de Mitsubishi, dévoila le premier prototype de ce qui allait bientôt devenir un nom craint à travers le monde, l'A6M-0. Le Zéro entra dans les essais de combat au-dessus de la Chine en 1940 et stupéfia même ses créateurs. Dans un engagement au-dessus de la ville centrale de Chongqing, une formation de 13 Zéros déchira une force de chasseurs chinois, abattant selon les rapports 27 avions ennemis sans subir une seule perte. Bien que certains rejetèrent ces chiffres comme de la propagande gonflée, il était indéniable que le Japon avait construit l'un des meilleurs chasseurs de la planète. Les premiers rapports de combat créditèrent le Zéro d'un ratio de victoire de 12 contre 1. Mais le Zéro n'avait pas été construit pour des escarmouches à courte portée. Avec sa portée et son endurance exceptionnelles, il avait été conçu pour porter la guerre du Japon à travers les continents, et c'est exactement ce qu'il fit. Le matin du 7 décembre 1941, les États-Unis virent de près la puissance aérienne dévastatrice du Japon. Plus de 400 appareils japonais déferlèrent vers Pearl Harbor dans une frappe coordonnée avant l'aube. Parmi la première vague se trouvaient des dizaines de Zéros. Leurs mitrailleuses commencèrent immédiatement à mitrailler les aérodromes américains. Des P-36 Hawk, des P-40 Warhawk et même des B-17 Flying Fortress furent détruits avant que leurs moteurs ne puissent démarrer. Des explosions illuminèrent les pistes alors que les réservoirs de carburant s'enflammaient et que les avions étaient déchirés en quelques secondes. Quelques pilotes américains réussirent à décoller de la piste, mais une fois en vol, ils se retrouvèrent surpassés. Les Zéros dansaient en cercle autour de leurs homologues américains plus lourds. Les pilotes japonais exploitèrent leur maniabilité et leur puissance de feu supérieure, abattant les avions américains presque à volonté. Lorsque l'attaque se termina enfin, l'Amérique était laissée saignante. Pearl Harbor gisait en ruines, les cuirassés paralysés et des centaines d'avions détruits. C'était la pire frappe aérienne de l'histoire américaine à ce moment-là. Tout ce qui restait à la nation étaient des fragments éparpillés de quelques Zéros abattus, les seuls indices que l'Amérique avait pour comprendre comment vaincre ce monstre. Après que l'Amérique entra officiellement dans la guerre du Pacifique, les officiels étaient pleinement conscients qu'ils ne pouvaient pas vaincre les Japonais dans les airs. Si la marine américaine voulait une chance de survie, sans parler de victoire, elle avait besoin d'un chasseur qui pourrait traquer le meilleur assassin du Japon. Pendant des mois, les ingénieurs américains travaillèrent à repousser les limites du design et de la fabrication. Puis, enfin, ils présentèrent aux aviateurs de la marine une arme qu'ils croyaient pouvoir renverser la tendance, le Grumman F-6F Hellcat. Propulsé par un moteur Pratt & Whitney R2800 double Wasp de 2000 chevaux, le Hellcat pouvait dépasser en vitesse, en montée et en combat le Zéro en altitude. Son cockpit blindé et ses réservoirs de carburant auto-obturants lui permettaient d'encaisser des punitions qui auraient transformé un Zéro en épave enflammée. Lorsque le Hellcat entra en service pour la première fois au-dessus des îles Gilbert à la fin de 1943, le changement fut immédiat. Soudain, le prédateur devint la proie. Le Zéro conservait encore un avantage dans les combats tournant à basse vitesse, forçant les pilotes de Hellcat à éviter les combats aériens prolongés au corps à corps. Mais alors que les batailles montaient dans l'air raréfié au-dessus du Pacifique, l'agilité du Zéro commença à s'estomper et la puissance brute du Hellcat prit le dessus. Dans des engagements sauvages à travers les Gilbert, des escadrons entiers de Zéros furent arrachés des cieux. Des rapports parlaient de jusqu'à 30 chasseurs japonais tombant dans une seule campagne.
La suprématie aérienne du Japon, longtemps nourrie, construite sur des années d'expérience en Chine et dans les premières campagnes du Pacifique, s'effondrait. Face à ce bain de sang aérien, le seul espoir du Japon était de répondre en nature. Mais concevoir un nouveau chasseur au milieu d'une guerre, avec des bombardiers alliés martelant les usines d'avions nuit après nuit, semblait impossible. La réponse, les Japonais le réalisèrent, n'était pas de repartir de zéro, mais de faire évoluer un design existant en une machine qui pourrait affronter le Hellcat de front. Ce design était le Kawanishi N1K. Initialement envisagé comme un chasseur hydravion armé pour soutenir les offensives amphibies du Japon à travers le Pacifique, où aucune piste n'existait, le N1K était né pour un type de guerre différent. La première version, le Kyofu, prit son envol en 1942, mais la stratégie de guerre du Japon changeait déjà à ce moment-là. Maintenant sur la défensive, la marine japonaise avait peu d'utilité pour les hydravions. Les ingénieurs de Kawanishi avaient déjà commencé à travailler sur une version terrestre, et maintenant c'était devenu une priorité nationale. Propulsé par un moteur Nakajima NK9A Omare 11, le nouveau N1K1J Shiden promettait une vitesse supérieure et une puissance de feu plus lourde que le Zéro. Mais il y avait de durs compromis. La production précipitée laissa les moteurs Omare sujets aux pannes mécaniques, et le train d'atterrissage haut et fragile du N1K souffrait de stress thermique et d'effondrements fréquents. Pourtant, le Japon était à court de temps et à court d'options. Malgré ces défauts, la marine ordonna la mise en production du N1K1J. Ce ne serait pas un chasseur parfait. Mais face à la menace croissante du Hellcat, il devrait suffire. Après une série de revers de conception et de retard, le premier Shiden sortit finalement des chaînes de montage japonaises et prit son envol en 1944. L'itération finale de cette machine montait une hélice à 4 pales large de près de 11 pieds, qui, entraîné par son moteur de 1990 chevaux, propulsait le chasseur à des vitesses allant jusqu'à 355 miles par heure. Pour la puissance de feu, les ingénieurs de Kawanishi dotèrent le Shiden de 4 canons type 99 modèle 2 Mark IV de 20 mm. Les soutenants se trouvaient 2 mitrailleuses type 97 de 7,7 mm, donnant au Shiden un coup brutal à la fois dans les salves à longue portée et les combats aériens rapprochés. Lorsque le Shiden entra en combat pour la première fois, les pilotes américains le remarquèrent immédiatement. Le renseignement lui attribua rapidement le nom de code George. Au-dessus des Philippines, alors que les forces américaines avançaient pour libérer les îles, de furieux combats aériens éclatèrent à nouveau, le genre de duels aériens que les pilotes américains avaient espéré être derrière eux après avoir surpassé le Zéro. Alors que les avions des porte-avions américains lançaient des raids de bombardement, un soutien aérien rapproché et des missions d'attaque au sol, ils furent à plusieurs reprises embuscadés par des escadrons de Shiden s'élevant des aérodromes japonais. Dans le chaos de ces batailles, les Georges abattirent, selon les rapports, plus de 40 avions américains, leurs lourds canons faisant exploser bombardiers et chasseurs. Enhardis par leur succès, les commandants japonais accélérèrent la production de Shiden. Plus de 1000 de ces chasseurs furent finalement construits, beaucoup précipités vers la défense de Taïwan et les territoires du sud du Japon, où les pilotes de Shiden continuèrent à revendiquer davantage de victoires. Pourtant, malgré toutes ces promesses, le N1K1J n'était pas l'arme gagnante dont le Japon avait désespérément besoin. Car sous son extérieur féroce se cachaient des défauts hérités qu'aucune quantité d'armement ne pouvait complètement effacer. L'un des plus flagrants était son héritage d'hydravion.
L'aile du Shiden restait montée au milieu du fuselage, un vestige de la conception originale de l'avion qui nécessitait de l'espace pour un flotteur central sous la cellule. Maintenant, avec le flotteur remplacé par un train d'atterrissage rétractable, le Shiden nécessitait un train d'atterrissage haut, mince et fragile, pour maintenir son hélice massive loin du sol. Cela faisait de chaque atterrissage un risque. Même les pilotes vétérans savaient que leur Shiden pouvait survivre à une sortie entière sans être touché par le feu ennemi, pour s'effondrer fatalement à l'atterrissage. Les rapports affluaient de base à travers le Japon, décrivant des chasseurs qui s'écrasaient lors d'approches de routine, le train d'atterrissage cédant sous le stress, transformant des pilotes expérimentés en victimes de leur propre appareil. Pourtant, le N1K1J fut envoyé au combat encore et encore. Chaque sortie, une tentative désespérée de ralentir l'avancée américaine et d'acheter à l'Empire quelques semaines de plus, voire quelques jours, de survie. Les pilotes japonais apprirent à traiter leurs atterrissages avec une prudence extrême, approchant les pistes avec des angles peu profonds et une vitesse réduite, priant pour que le train d'atterrissage fragile tienne juste une fois de plus. Mais même ces précautions ne pouvaient pas toujours sauver l'appareil. Dans les derniers mois de 1944, alors que les bases aériennes japonaises subissaient des bombardements constants et que les pistes devenaient criblées de cratères, les atterrissages devinrent encore plus périlleux. Les pilotes devaient naviguer entre les trous de bombes et les débris, tout en gérant un train d'atterrissage qui pouvait se plier ou se briser au moindre impact. Malgré ces défis mortels, les pilotes de Shiden continuèrent à voler. Ils savaient que chaque mission pourrait être leur dernière, non pas à cause du feu ennemi, mais à cause des défauts de conception de leur propre machine. Pourtant, ils montaient dans leur cockpit jour après jour, déterminés à défendre leur patrie avec les outils imparfaits qui leur avaient été donnés. Les ingénieurs japonais regardaient ces luttes avec frustration croissante. Ils savaient qu'ils avaient créé un chasseur capable de défier les meilleurs que l'Amérique pouvait offrir dans les airs, mais que ses faiblesses au sol le rendaient aussi dangereux pour ses propres pilotes que pour l'ennemi. Des plans pour une version améliorée étaient déjà en cours, une qui corrigerait ses défauts fatals et déverrouillerait le vrai potentiel du design. Mais le temps manquait. Chaque jour apportait de nouvelles vagues de bombardiers américains. Chaque raid réduisant davantage la capacité industrielle du Japon. Les usines qui auraient pu produire le Shiden amélioré étaient bombardées en décombres. Les pilotes qualifiés qui pourraient exploiter ces capacités tombaient dans des combats sans fin. L'Empire s'effondrait, et même le chasseur le plus avancé ne pouvait pas arrêter la marée. Juste au moment où les espoirs aériens du Japon étaient au bord de l'effondrement, un nouveau concurrent arriva finalement. La version la plus récente du N1K, fortifiée et conduite pour corriger les défauts fatals de son prédécesseur. Le Japon avait commencé à travailler sur une version améliorée du George, presque dès que le chasseur original prit son premier envol. Cette nouvelle machine serait connue sous le nom de N1K2J Shiden Kai, ou George Kai pour les Américains. La route vers le Kai fut turbulente. Le développement traîna alors que les ingénieurs travaillaient sous le poids écrasant de l'industrie aérospatiale japonaise en effondrement. Les concepteurs japonais devaient trouver un moyen de construire un chasseur plus agile et plus rapide, tout en s'appuyant sur des stocks de pièces en diminution. Leur solution fut de retirer des centaines de livres de poids excédentaires, coupant environ 550 livres de la cellule et éliminant les composants complexes qui ne pouvaient plus être soutenus. Le résultat fut un avion plus léger et plus rapide, qui pouvait atteindre une vitesse estimée de 370 miles par heure. Pourtant, tout ne pouvait pas être amélioré. Le moteur Nakajima Omare 11, puissant mais peu fiable, resta en raison de l'incapacité de créer une version plus raffinée pendant les dernières années de la guerre. Le Shiden Kai devrait combattre avec ce cœur imparfait. Mais à tous autres égards, le chasseur était prometteur. La cellule fut allongée et la queue fut complètement redessinée pour une plus grande stabilité. Plus critique encore,
les ailes maladroitement montées au milieu du N1K1J furent finalement abaissées. Avec ce changement vint un train d'atterrissage plus robuste et raccourci. Les pilotes n'auraient plus à craindre que leur avion s'effondre sous eux lors de chaque approche. Mais l'ajout le plus révolutionnaire au Shidankai fut une minuscule amélioration technologique, le commutateur au mercure. Simple dans sa conception, mais dévastatrice dans ses effets, ce capteur répondait automatiquement aux changements soudains de vitesse ou de force G. Dans le feu de la bataille, lorsque l'avion effectue un virage serré ou une manœuvre à haute force G, le commutateur au mercure déployait instantanément les volets de combat des ailes, ajustant leurs angles dynamiquement. En un clin d'œil, le Shidankai gagnerait une portance supplémentaire et éviterait les décrochages dangereux. La différence en combat était stupéfiante. Les pilotes américains découvrirent rapidement que le Shidankai pouvait effectuer des virages qui semblaient presque impossibles. Le chasseur pouvait rouler brusquement, plonger dans une inclinaison dure et apparaître dans l'angle mort de n'importe quel avion américain, même le puissant L4 ou F4U Corsair. Et pourtant, malgré toutes ces promesses, le Shidankai affrontait un ennemi qui semblait impossible à vaincre. Ce ne fut qu'en 1945 que le dernier grand chasseur du Japon entra dans les cieux. À ce moment-là, la base industrielle de l'Empire était brisée, et le Japon pouvait à peine produire quelques centaines de Shidankai, tandis que les États-Unis déployaient des essaims de Hellcat et de Corsair, chacun comptant plus de 12 000 unités. Face à ce déséquilibre, le Japon savait que la seule façon d'avoir une chance de combattre était de s'assurer que chaque Shidankai qui décollait était piloté par les meilleurs pilotes, suffisamment qualifiés pour exploiter chaque once du potentiel brut de ce chasseur et faire craindre à nouveau les aviateurs américains. Après des mois de bataille aérienne au-dessus des Philippines, les pilotes vétérans du Japon avaient été abattus en masse et les remplaçants manquaient de compétences et d'expérience pour faire face à la puissance aérienne de plus en plus dominante de l'Amérique. Désespéré de reconquérir les cieux, la marine japonaise se tourna vers le capitaine Minoru Genda, l'officier de vol impitoyable qui était connu par beaucoup comme l'un des cerveaux derrière la frappe sur Pearl Harbor. Maintenant, Genda avait pour mission finale former une force de frappe d'élite qui pourrait vaincre les Américains. Fouillant les rangs brisés des forces aériennes du Japon, Genda sélectionna à la main les survivants les plus mortels, des As qui s'étaient frayé un chemin à travers les cieux au-dessus de la Chine, des Salomon et des Philippines. Il deviendrait le 343e groupe aérien naval, la dernière grande épée aérienne du Japon. Parmi eux se trouvait Kaneyoshi Muto, une légende parmi les pilotes. Ses camarades l'appelaient un génie dans les airs. Muto avait été essentiel dans certaines des campagnes les plus critiques du Japon, de la sécurisation des cieux de la Chine à la conduite des raids sur les aérodromes américains aux Philippines après Pearl Harbor. Dans les derniers mois de la guerre, le 343e déchaîna ses chasseurs équipés du N1K2J Kai aux côtés du Shiden Standard et des avions de reconnaissance Nakajima C6N rapides comme l'éclair. Muto fut parmi les premiers à manier cette nouvelle lame contre l'ennemi. Un jour, volant en formation avec des Zéro vieillissants et des J2M Raiden musclés, sa patrouille repéra un vol de Grumman F6F Hellcat décollant d'un porte-avions distant. Les Américains se rapprochèrent rapidement, confiant que leur L4 robuste repousserait le feu japonais comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Les premières salves japonaises rebondirent sur les peaux blindées des L4. Mais alors la bataille commença à basculer. Chaque fois qu'un Américain verrouillait une cible, les Shidankai glissaient avec une grâce surnaturelle. Les pilotes virent des avions japonais apparaître, disparaître et pivoter impossiblement en quelques secondes. Muto manœuvra durement, forçant son Shiden à travers un virage urnant à haute force G. Il amena les 4 gros canons type 99 de 20 mm à portée et déchaîna une rafale. Le premier L4 fut brisé sous le torrent des chasseurs japonais, puis un autre.
Les pilotes américains tentèrent de se regrouper, mais au moment où ils s'ajustèrent, 2 autres Hellcat spiralaient dans la mer. 4 Hellcat disparus. Pas un seul avion japonais perdu. Lorsque les survivants américains stupéfaits retournèrent précipitamment à leur porte-avions, ils rapportèrent qu'un nouveau chasseur aérien avait été déchaîné, plus rapide, plus mortel et plus insaisissable que n'importe quel avion contre lequel ils s'étaient battus. De retour au Japon, la légende de la rencontre se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux saluèrent Muto et son Shidenkai comme les héros solitaires qui avaient traversé la formation américaine, revenant sans même une égratignure. Au cours des semaines suivantes, le 343e groupe aérien naval se donna pour tâche de chasser de nouvelles cibles que ces chasseurs Shidenkai pourraient frapper. Le 18 mars, un avion de reconnaissance C-6N japonais repéra une formation massive de navires de guerre américains naviguant vers les îles principales. Des porte-avions hérissés de chasseurs et de bombardiers destinés à écraser les défenses finales de la nation. À l'aube du 19 mars, l'ordre fut donné. Les Shidenkai se dirigèrent directement vers la formation américaine. Ils furent accueillis par une tempête de près de 300 avions américains fonçant vers eux. Alors que les 2 formations entraient en collision, 2 chasseurs s'écrasèrent l'un contre l'autre en plein vol, envoyant une violente explosion de flammes et d'éclats d'obus qui força les pilotes voisins à virer fort et plonger. Depuis le bas, les batteries anti-aériennes pilonnèrent le ciel, envoyant des éclats qui touchèrent la formation. 2 Shiden furent déchiquetés en plein air, spiralant vers la terre. Mais le reste poursuivit. Se verrouillant sur un escadron de Hellcat, un pilote de Shiden roula et plongea à travers leur formation. Les obus de canon déchirèrent un F-6F, le mettant immédiatement en pièces. À la fin de la bataille, 8 Hellcat furent détruits au prix de 6 Shiden. Dans les jours qui suivirent, les Shidenkai maintinrent la chasse. À la fin de l'hiver, on estimait que le 343e avait abattu plus de 50 avions américains dans la région. Enfin, il semblait que le Japon avait déchaîné un chasseur qui pouvait éradiquer la domination aérienne de l'Amérique pour de bon. L'un des derniers espoirs du Japon dans la guerre était de briser les raids de bombardement américains constants. Et avec le Shidenkai, les officiels impériaux croyaient qu'ils étaient plus près que jamais d'y parvenir. Mais il y avait un défaut fatal dans la stratégie du Japon. Les B-29 naviguaient haut au-dessus de la zone de frappe, à des altitudes où l'air raréfié étranglait le moteur du Shidenkai, sapant sa puissance à chaque millier de pieds grimpés. Même si les pilotes parvenaient à atteindre ces hauteurs, leurs avions peinaient à suivre le rythme. L'ennemi restait, de manière frustrante, juste hors de portée. Et ainsi les bombes continuèrent à tomber, martelant l'industrie de guerre fragile du Japon. La production de nouveaux Shidenkai ralentit jusqu'à un filet. En fin de compte, c'était un jeu de nombres, et la supériorité industrielle de l'Amérique était tout simplement trop écrasante pour que le Japon puisse contrer. Pour chaque George ou Shidenkai que le Japon pouvait envoyer dans les cieux, l'Amérique répondait avec des escadrons. En août 1945, les derniers Kawanishi N1K furent cloués au sol pour de bon, après que 2 bombes atomiques brisèrent ce qui restait d'espoir au Japon. Au total, seulement 1532 unités furent construites. Et parmi celles-ci, seulement environ 400 étaient les modèles Shidenkai plus avancés. Aujourd'hui, seuls 4 Shidenkai subsistent, préservés dans des musées à travers le monde. Aimez cette vidéo si cette histoire du dernier grand chasseur du Japon vous a fasciné, laissez un commentaire sur ce que vous pensez du Shidenkai et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits incroyables de la Seconde Guerre mondiale.